Ce programme vous est offert par OneSbet. Amis sportifs, bien le bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Pérouse sur Mediasport Info Télévision. À la une cet après-midi, immeuble siège de la Fédération camerounaise de football. Quel impact pour l'avenir du football camerounais et pour ce qui est donc de cet immeuble siège flambant neuf qui a été du moins achevé il y a quelques jours par les bons soins de l'actuel comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, conduit de main de maître par Samuel Eto'o-Fils, le chef de l'exécutif de l'instance fêtière du football local. Un chantier qui avait démarré depuis des lustres et qui avait du mal justement à connaître son épilogue. Une belle initiative prise par l'ex-président de la Fédération camerounaise de football, le président Iya Mohamed. L'œuvre a donc été poursuivie par Samuel Eto'o-Fils et ses pairs du comité exécutif. Occasion pour nous ce soir de revenir en long et en large sur l'impact véritable de cet nouvel immeuble siège de la Fédération camerounaise de football. Coupe d'Afrique des Nations de football U17 en terre marocaine, les Lionceaux du Cameroun ont bu la tasse jusqu'à la lie lors de leur toute première sortie face à la sélection ivoirienne. La deuxième journée de tous les dangers est annoncée pour ce samedi face à l'Ouganda. Les Lionceaux du Cameroun vont-ils remettre les pendules à l'heure? La question se pose avec beaucoup d'acuité au moment où l'on s'interroge véritablement sur le casting de joueurs qui ont été retenus par le staff technique actuel des Lionceaux du Cameroun, qui va de mal en pis pour ce qui est des résultats néfastes et en dents de scie depuis que ce staff technique a été nommé par la Fédération camerounaise de football. Pas de lisibilité conséquente sur le véritable profil du footballeur camerounais pour ce qui est donc de la détection des joueurs retenus, encore moins les multiples schémas tactiques implorés par le staff technique actuel des Lionceaux du Cameroun, le 4-3-3, le 4-4-2 classique ou alors le 3-5-2. Les éléments utilisés sont-ils probants? Ces joueurs sont-ils réceptifs? Autant de questions qui attendent cruellement des réponses. Voilà du moins pour ce qui est du sommaire ce soir. Prenons tout d'abord une courte page de transition. Retrouvons-nous un peu pour la suite. Retour sur ce plateau B, prestige de MSI TV, la télé Champagne, la passion du sport, la télé du Qatar. Commençons par souhaiter la bienvenue à l'illustre membre du gouvernement tchadien que nous accueillons ce soir, le futur ministre du gouvernement tchadien, le ministre de l'Agriculture, toujours bien habillé, bien endimanché. Nous souhaitons la bienvenue à Georges Evodo. Bonsoir Georges Evodo, bienvenue sur MSI TV. Bon après-midi Moïse Bal, bon après-midi aux copanélistes dont j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau et dont je me fais le plaisir de vous laisser faire la présentation dans quelques instants. Bon après-midi aux techniciens qui nous accompagnent cet après-midi et éventuellement aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Le futur ministre du gouvernement tchadien, vous allez bien? J'attends encore la nomination, Moïse, vous savez. Elle ne serait tardée. Je vous dis souvent, la bouche bénie, et c'est elle qui me dit maintenant, votre bouche doit bénir. Nos amis des Boulmetara, ils se portent bien également? Oui, très bien. 2-0, Ngoulbetara se porte bien. Les vétérans et Boulmetara. Très bien. D'accord. On espère les recevoir de ces quatre jours. Ne vous en faites pas, c'est eux qui vont vous recevoir. Jacques vous, une petite personne. Vous, une petite personne. D'accord, ok, d'accord. Monsieur Jacques dit moi la troisième mi-temps. Il n'aime pas trop la première, la deuxième. Vous avez beaucoup de lieutenants et vous ne saurez vous déplacer seul. Quand je dis vous, vous ne pourrez vous déplacer seul. Justement, avec le quatuor. Donc, il est question de. Parmi la série également de la place. Il est question de préparer le terrain pour que tout ceci soit possible. L'unique dame de la basse-cour. Tout à fait. D'accord. Alors, nous déroulons le tapis rouge à
la seule dame du plateau qui aura l'insigne honneur de nous accompagner ce soir jusqu'à 16h30, heure de Bodiman, c'est à Yabassi, un village de Yabassi. Souhaitons la bienvenue à la professionnelle de la plume et du micro, Pamela Ndjoyap. Bonsoir, cher ami, et bienvenue parmi nous. Bonsoir Moïse, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir également au panel. Ça fait du bien d'être là. Bonsoir à la team Cameroun du côté de Accra au Ghana qui est déjà à 5 médailles. Il faut dire la moisson est en train de tomber pour cette 24e édition du Très belle championnat nouvelle pour le d'Afrique sport camerounais. senior d'athlétisme. Très belle nouvelle, surtout qu'en 2 journées, on voit que ça commence déjà à porter des fruits. Ce qu'on n'avait pas retrouvé lors du championnat ici, même au Cameroun, du côté de Japoma, il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Essemi est en train de faire une très belle compétition. Hervé Collet aussi, Nora Opa aussi. Donc on voit qu'il y a déjà une nette progression, il y a de la moisson qui tombe et c'est ce qu'on veut. On veut qu'au sorti de cette compétition, d'ici dimanche, le 17 mai 2026, le Cameroun termine premier au classement général. C'est vrai que pour le moment, c'est le premier au classement provisoire. Donc on veut attendre jusqu'à dimanche pour compter une fois de plus sur ces athlètes-là. Et j'en profite aussi pour dire bon après-midi à l'équipe nationale de football à 7 qui se prépare du côté de Yaoundé. C'est vrai, pour le moment, c'est le stage externe préparatif pour le mondial qui va se disputer en Honduras, en attendant le stage interne pour faire une certaine préparation définitive avant de rallier l'Amérique centrale. Ça fait quand même un bail, hein? Ouais. Mais ça fait tout un journal d'espoir que vous venez de faire là. Les habitudes radiophoniques ont du mal à disparaître. En 1 minute, vous avez fait pratiquement 3 à 4 brèves. Oui, mais il fallait vraiment faire un coup de chapeau à ces différentes sélections-là. Un coucou spécial. Ouais, c'est vrai que nous parlons beaucoup plus du foot ici. Encore nos téléspectateurs. Voilà, on peut comprendre, une fois n'est pas coutume. Ça fait quand même un bail. Vous allez bien? Je vais bien, je vais bien, doyen. Le 1er mai s'est bien passé? Oui. Yaoundé également, je vous aperçois Yaoundé. Yaoundé. Toujours fou au moulin? Comme d'habitude. Entre deux. On ne suit pas. Ah bon? Ouais, on ne suit pas, on doit travailler. On vous a cédé le terrain, on a passé le témoin. Donc, on arrive quand on est vraiment dûment invité, on ne bagarre plutôt sur le terrain n'importe comment. Bon, mais Jacques Edimo peut encore se déplacer de temps en temps. Bon, il est d'ailleurs annoncé à un séminaire demain, voilà, tout ça. Bon. Le terrain, ça fait pratiquement 20 ans que je l'ai abandonné. Donc, quand il s'agit des événements grandeur nature majeure, là, je peux faire le terrain. Bon, ben, Pamela Ndjoya doit faire le terrain dans tous les cas. Normalement. Ravi de vous avoir parmi nous, madame. Le plaisir partagé, M. Moïse Bal. D'accord. Alors, souhaitons la bienvenue au consultant technique permanent de MSI TV, le capitaine des consultants, M. Jacques Edimo. Bonsoir, M. Jacques Edimo. Vous allez bien également? Bonsoir Moïse Bal. Bonsoir à Pam Star, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver. Bonsoir à l'équipe technique en studio. Bonsoir également à nos nombreux téléspectateurs internautes qui nous regardent en ce moment. C'est un réel plaisir d'être là. À la question de savoir si je vais bien, je vais très bien, Moïse Bal. Ça se voit dans tes yeux. Comment ça? Ça se voit que tu vas bien. Je vais bien. Nous sommes le vendredi. Moïse Bal, laissez-moi terminer allez-y. mon propos. C'est pas parce qu'on est vendredi que je vais bien, Moïse Bal. Je vais bien tout simplement par la grâce de Dieu. Et maintenant, il y a de très belles thématiques qui sont sur la table et j'ai l'invité de penser qu'avec la contribution de tout le monde, on va édifier nos nombreux téléspectateurs, internautes, followers, qu'il faut le dire, se recrutent de plus en plus nombreux à travers ce programme. On y va tout de suite avec justement cette mise en bouche, une mise en bouche assez spéciale. Jacques Edimo, je vais d'abord commencer par vous. Il y a quand même ce grand séminaire qui est annoncé comme ça, un séminaire sur le management. Et même pour ce qui est donc de la différence qu'il y a eu de faire entre les agents, les joueurs et les managers sportifs, qui est véritablement une initiative prise par Madame Christelle Essoka, elle-même agent de joueur FIFA. Elle organise un séminaire dans ce sens, un séminaire qui sera particulièrement suivi par Mediasport Info Télévision, séminaire annoncé ce samedi dès 10h à Bonamoussadi. Jacques Edimo, il s'agit concrètement de quoi? Il s'agira de quoi finalement pour ce qui est de ce séminaire? Non, je pense que si je dis tout ici, je vais un peu... Il y aura plus de suspense. Or, il est question pour beaucoup de
de faire ce déplacement-là pour venir s'édifier sur des questions d'agents, de managers, mais aussi surtout sur le volet juridique qui entoure tout ça. On a déjà eu des brèves à travers Christelle et Soukaël même ici en plateau, mais demain c'est l'occasion de développer davantage, d'ouvrir véritablement la palette pour ce qui concerne l'aspect juridique et surtout la différence qui existe entre les managers et les agents. J'invite tout le monde à participer à ce séminaire-là parce que vous savez, dans l'environnement du foot, le foot tel qu'il est aujourd'hui avec son aspect business, tout ce qui concourt à son environnement est quelque chose de fondamentalement très très important. Donc j'invite journalistes, hommes de la presse, consultants, tout le monde à venir à ce séminaire-là parce que ce qui est certain, quand on voit la qualité des intervenants, quand on voit aussi les thèmes qui ont été choisis, je suis certain que tous ceux qui participeront à cet événement ressortiront très très enrichis et dans l'ensemble, fondamentalement, c'est le football camerounais qui sera un tout petit peu relevé tout simplement. D'accord, il y a pas mal de modules qui seront... Oui, effectivement, c'est pourquoi je ne veux pas... Si on développe tout ici, il n'y aura plus de suspense pour ceux qui viendront demain. C'est pourquoi j'ai le programme dans les détails, j'ai le programme des thématiques, l'ordre de passage, même les différents modules. Mais je dis, pour susciter l'adhésion, pour susciter l'intérêt de ceux qui nous regardent, il faudrait simplement venir à Bonamoussa dit demain dans le cadre de ce séminaire de formation-là. Alors, nous avons été rejoints par le directeur de publication de Grip de Foot, le numéro 2 du TDL. TDL. C'est la 4e édition qui est déjà en ligne demi, sauf si je me trompe. Le numéro 1, c'est William Essomé. C'est le numéro 1 bis. Le numéro 1 bis. Oui. C'est l'agent de liaison qui parle. Le numéro 1 au carré. Oui, numéro 1 bis. Mais il n'y a pas de paysan. Non, c'est le numéro 1 bis. Il n'y a pas de hiérarchisation. Non. Qui est c'est comme Tommy et Jojo. Ah bon? C'est le numéro 1 bis. Non, mais Tommy et Jojo, pour moi, numéro 1 de Tommy. Hein, sur une période, non. Mais si vous savez que sur une autre période, Jojo était numéro 1. Pour l'instant, c'est moi qui nomme, je suis le chef du gouvernement. Donc laissez-moi nommer les ministres. Ça, pour pas vous aimer toujours, faire comme il faut au Cameroun. Donc, le premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui propose les ministres, chef de l'État. Maintenant, vous voulez vous pouvez passer vos c'est le gouvernement. Pour l'instant, c'est le gouvernement. Numéro 1, William Essombe, président de TDL. Numéro 2, Raphaël Mayaka, vice-président de TDL. Le tournoi des légendes, 4e édition, bientôt en ligne. Souhaitons la bienvenue au directeur de publication de Grip de Foot, un monsieur du football local qui maîtrise et qui peut même recruter des joueurs pour les U17, les minimes, les seniors, les AP qui n'existent plus, mais il peut même recruter pour les U23, même les U20. Pour que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Un spécialiste, un expert du football, que les entraîneurs doivent consulter régulièrement pour faire même les recrutements de début des saisons, ou même pour faire les différentes sélections. Et lui, de travailler avec des agents de joueurs, travailler souvent avec des hommes du terrain. Et ces hommes du terrain ne sont pas très nombreux au Cameroun. Vous avez Pamela Njoyap, une experte du football féminin et de tous les sports d'ailleurs, et beaucoup plus du football féminin aussi parce qu'elle est également de ce côté. Vous avez Kazmi Wanzi, le pension. C'est le pension combien là? 9, 40, 50. Donc il maîtrise. Bon, il est statistique des championnats du cours. C'est son affaire. Et lieu de vous appuyer sur les journalistes, vous appuyez sur les agents qui déposent des espèces de distribution, quelques billets de banque pour chercher les joueurs. Et après, on voit ce que ça donne. Football féminin, U20, catastrophe totale. Chez les U17, on a encore un souci, on attend de voir. Alors, William Essombe, j'allais dire, après Mayaka, bonsoir. Bonsoir à Moïse Bal, merci pour l'accueil, bonsoir à tout le panel, bonsoir. C'est la bienvenue, parce que vous faites beaucoup pour le football. Moi, je ne donne pas les témoignages à titre possible. Là. Il faut le faire quand quelqu'un vit encore. Non, il faut témoigner qu'on est vivant. Justement. Merci beaucoup. Comme avait dit un célèbre musicien camerounais. Merci beaucoup. À Paris. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de répondre présent à une invitation sur pelouse. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps, oui, mais je pense que nous sommes en fin de semaine, donc c'est toujours bien de commencer le week-end en passant un bon après-midi sur les antennes de Média Sport Info et notamment sur l'émission Pelouse. Bonsoir au panel, bonsoir aux millions d'auditeurs de MSU, surtout ceux qui sont depuis Houston en train de regarder. Bon, les téléauditeurs, les téléspectateurs, donc tout cela, je pense qu'à Houston, ils nous regardent. Voilà. Voilà. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre tout ça.
Voilà, donc les US nous regardent. Tout à fait. Les US sont en direct. Même au niveau du FBI, le monsieur est particulièrement suivi à partir des appareils assez spéciaux. Alors, le tournoi des légendes, c'est pas bien également. Bon, on est dans les... Bon, on n'est pas encore dans le starting block, oui, mais on est encore... Les équipes sont déjà affiliées. Bon, je pense que ça viendra petit à petit. Les équipes attendent forcément le signal pour aussi se mettre en ordre de match. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui savent déjà que le tournoi des légendes est aussi tributaire de la fin du championnat pour permettre aux équipes de pouvoir compétir de la plus belle des manières en ayant les joueurs les plus importants, du moins ceux qui peuvent ramener au sein de leur formation pour essayer de le plus-value bien sûr. Et le spectacle aussi. Bien sûr, parce qu'après, il y a aussi les équipes qui sont aussi formées des joueurs venant d'académies, de championnats régionaux. Mais il y a quand même que l'arrivée des soi-disant pros, entre guillemets, dénature complètement le championnat. Pas vraiment. Je pense que le besoin fondamental est d'avoir toujours une équipe compétitive. Je crois qu'avec ces joueurs-là, ça permet de rehausser le niveau, ça permet d'avoir une image plus locale du tournoi des légendes. C'est vrai qu'aujourd'hui, Aquanon plus précisément, ou bien les autres équipes invitées en dehors d'Aquanon, viennent aussi avec des joueurs qui sont issus de leur territoire. Mais je crois que, comme toute équipe, pouvoir se renforcer de manière qualitative, c'est toujours important. Et pour nous, c'est toujours bien de voir des joueurs d'un certain niveau participer à la compétition. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème parce que vous venez avec des joueurs qui ne sont pas de chez vous. Oui. Donc, je pense que pour cette édition, ça ne va pas beaucoup changer, mais il faut rappeler quand même que le vainqueur de l'édition dernière n'avait pas de joueur évoluant en élite. Mais il a réussi à s'imposer, donc ça signifie que ce n'est pas parce que vous avez un joueur venant de l'Elite One ou Elite 2 que vous allez forcément gagner les matchs. Exactement, donc ceux qui font le choix d'aller prendre un peu plus bas, c'est-à-dire en régional ou en départemental ou bien en académie, ne font pas forcément un mauvais choix. Tout dépend des moyens des uns et des autres. Je pense qu'à la fin, c'est celui qui gagne qui a forcément la meilleure des politiques. Donc l'année dernière, c'est une équipe pas composée de joueurs d'élite qui l'a emporté. Donc ça montre que le championnat, le tournoi, il est compétitif. D'accord. Alors, Pamela Njoyap, vous avez suivi Jacques Edimo, vous avez également suivi Raphaël Maniaka, le tournoi des légendes, ça vous dit? Vous avez souvent fait un tour de ce côté? Oui, j'ai déjà eu à faire plusieurs tours même d'ailleurs. Mais c'est vrai, la question que je me pose souvent, c'est pourquoi on ne pense pas aussi à la session féminine? Tournoi des légendes, session féminine. Je pense qu'on a plusieurs clubs ici dans le littoral, pour ne même pas dire dans le Cameroun. On a Maranatha, on a Caïman, on a Authentique, on a Cyclo, on a AS Dibamba. Voilà, des trois clubs, Cyclo, AS Dibamba, Authentique sont des clubs qui sont en Guinée Super League, en élite du football féminin. On a Caïman qui est l'un des clubs les plus capés du football féminin ici dans la région du littoral. On a tellement de clubs Kofi, il y en a tellement. Pourquoi on ne pense pas à la session féminine aussi pour intéresser davantage ces jeunes footballeuses qui sont déjà sur le terrain et même celles qui ont encore l'envie ou qui freinent encore les pas pour s'intéresser au football. Parce que ce sont les vacances. On sait que ce sont les vacances. Il y a une cessation d'activité. Elles sont dans les 2-0 qui ne sont pas à la hauteur du tournoi des légendes. Donc, avoir une session féminine, ça donnerait encore davantage du poids à ce concept. Alors que pendant les vacances, on a aussi les Aboudi qui reviennent au Cameroun, les Adjara qui reviennent, les Mefemeto qui reviennent, les Chalon Meyon qui reviennent. Elles sont nombreuses, les Pauline Nayarma, toutes reviennent au Cameroun. Et je ne pense pas que si Caïman, Tatiana Ebombo, l'entraîneur de Caïman, appelle l'une d'entre elles pour dire mais mon équipe doit participer au tournoi des légendes, comme tu es au pays, j'ai un peu joué avec, le temps de passer un bon bout de temps dans la région
du littoral ou dans la ville de Douala, elles vont refuser. Je ne pense pas qu'elles vont refuser. La preuve, c'est qu'à Yaoundé, par exemple, il y a tellement de tournois réputés pour les dames. Mais dans la ville de Douala, il y a pratiquement rien. Ce sont plus des 2-0 simples, oui, elles s'ennuient. C'est pourquoi la plupart du temps, durant les vacances, les footballeuses qui aiment bien jouer préfèrent aller du côté de Yaoundé passer leurs vacances. Même les professionnels préfèrent rester à Yaoundé. Parce que là-bas, au moins, il y a plusieurs festivités qui sont organisés en l'honneur des dames, où on tient compte de ces footballeuses-là, où elles ont leur place. Donc, quand on sort la programmation, on sort aussi la programmation des dames. Mais dans la ville de Douala, ce n'est pas le cas. Or, Douala, c'est le vivrier même du football féminin. La porte d'entrée. Alors, monsieur le vice-président du tournoi des légendes, vous êtes interpellé par une jeune consoeur qui défend bel et bien sa chapelle, la gente féminine. Non, c'est bien. Bon, déjà, il faut rappeler que le tournoi des légendes ne concerne pas véritablement aussi les équipes traditionnelles, conventionnelles, c'est-à-dire Caïman, Beko et toutes ces autres équipes. C'est généralement les équipes du village qu'on invite, sans toutefois dire que je ne suis pas en train de dire que dans ces équipes de village, de canton, il n'y a pas de filles. Non, loin de là. Mais je pense que on essaie encore d'intéresser le plus grand nombre et la réflexion est faite. La réflexion est... Moi, j'ai pensé au football des jeunes, mais vous avez balayé cette idée d'un revers de la main. Aujourd'hui, le football féminin... Voilà, ce sont vétérans. Bon, le football des jeunes, tout est une réflexion. Je pense que tout est une réflexion dans la mesure de comment intéresser tout le monde. Est-ce que s'il faut faire les jeunes, est-ce que ce sera toujours sur le format grand goal? Oui. Parce qu'après, il faut... Parfois, moi, c'est mes réflexions, et parfois, je me dis que notre football a besoin de revenir par moment à la base de ce qui avait été fait parce que moi, les belles images de l'année dernière. Voilà, je me souviens quand j'étais jeune et peut-être le comité exécutif, bien sûr, Mangagnati Daniel, qui salue le docteur Tonnet, le PCA des ADC, ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Pour le coup d'envoi de la finale, la dernière édition du TDL à Douala. Et je pense que vous étiez dans les tribunes. Tu m'y présentais, juste placé derrière le voilà. Donc le DG qui a remis le prix de meilleur gardien. Donc je pense que on travaille dessus, comme je le disais, pour les jeunes. Je crois qu'on réfléchit sur comment le jouer. Moi, je suis je suis un peu vieux, en me disant que avant le football se pratiquait un peu de manière différente, c'est-à-dire les plus jeunes aujourd'hui, même qui nous sollicitent, veulent jouer comme les grands, c'est-à-dire veulent déjà passer au grand goal. Moi, je me souviens, avant qu'on était petit, pour jouer avec les grands goals, il fallait être un génie. Oui. Il fallait être un génie. C'était les aînés qui jouaient les grands goals. Les plus petits, c'était les petits goals. Et pour quitter de là au grand goal, il fallait avoir un certain niveau. Exactement. Donc aujourd'hui, voilà, tout le monde veut passer à cette étape-là. Nous, dans nos réflexions, on essaie de voir comment intéresser encore les gens à ce jeu-là, qui, je crois, en Côte d'Ivoire, est un football un peu pareil, le Maracana. C'est les petits goals chez nous. C'est vrai que ça joue un peu, mais c'est un peu la... Voilà, donc on essaye. Côté version féminine, nous, on pense même à faire parfois, c'est dans nos réflexions, enlever de rideau de la finale, un match de football féminin concernant pas forcément les joueuses de football professionnel, mais des filles, véritablement des jeunes filles, qui viennent aussi montrer le savoir-faire. Donc, c'est des réflexions qu'on a tous les jours, comment essayer d'apporter un plus à chaque édition. Et pourquoi pas sur cette 4e édition, penser à faire un match, enlever le rideau, pourquoi pas, comme Pamela l'a dit, peut-être des clubs, Beko, Caïman, mais... Ou alors, pourquoi pas une constellation des stars, de stars du football féminin. De la région du littoral. Par exemple. Peut-être... Les filles d'Aquanor, c'est des réflexions qu'il faut mener. Par exemple. Lever des rideaux en ouverture du championnat, lever des rideaux à la finale, ça crée une certaine émulation. Voilà, donc, mais après,
Vous savez, souvent la complexité, c'est l'organisation, le calendrier, le climat. Voilà, le climat. Et la gestion de tout cela. Exactement. Est-ce que la Bon, pour dire... le climat? On est souvent en saison des pluies. On est souvent en saison des pluies. Si les messieurs peuvent jouer sous la pluie, même la femme joue aussi sous la pluie. La preuve, c'est que même quand les championnats se jouent, on n'arrête jamais un match parce qu'il est en train de... Il y a aussi des comptes, des calendriers. Il y a les contingences, il y a la gestion de... Il y a aussi le coût. Ce que Raphaël ne veut pas dire. Le coût, d'accord, mais il y a aussi... Vous n'allez pas déplacer les filles comme ça pour rien. Vous savez que l'organisation du tournoi des légendes aussi a un coût et moi je suis bien placé pour en parler. En tant qu'agent de liaison. Oui, bon, oui. Président Makota. Non, mais vous savez que l'année dernière, il y a eu un accompagnement de l'homme du match, par exemple, qui sont de vraies innovations par rapport à dans cet événement-là. 20 000 francs CFA par homme du match, comme c'est le cas là. Et il y a aussi eu le match levé de rideau entre la presse et les vétérans d'Aquanor, par exemple, ce qui était une vraie innovation, par exemple. Donc, je pense que comme Raphaël... On a pensé beaucoup plus aux femmes cette année. Oui, non, c'est step by step. Il y a une réflexion qui est menée, on y travaille. Ouais. On doit certainement bientôt rencontrer la hiérarchie ici. On travaille pour remonter les dossiers. On fait les diligences, on remonte les doléances. Maintenant, on attend l'arbitrage. Après le très haut accord, maintenant, on va matérialiser tout ça sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. D'accord. Alors, on sort avec vous, Georges Evodo. Les vacances approchent. Vous étiez, c'est pas cela, Nyom, à quelques kilomètres de Yaoundé. Lobo. Vous étiez président d'une équipe dans le sud. Vous apprêtez également à mettre le cap là-bas pour... En principe, oui. Vous savez, les vacances, c'est l'occasion d'entretenir nos jeunes petits frères, nos cadets, et leur montrer qu'il y a mieux à faire pendant les vacances que de se livrer à d'autres activités qui parfois ne nous honorent pas toujours. Donc, il est important vraiment d'occuper la jeunesse. Moi, je milite pour ça régulièrement. Quand les vacances arrivent, parfois les jeunes, les enfants entre 15 parfois et 22, 23 ans, voire 25 ans, sont abandonnés, parfois eux-mêmes. Certains ne veulent pas faire les petites activités génératrices de revenus et du matin au soir sont vraiment livrés à eux-mêmes, ne rien faire. Certains sombrent dans la drogue, dans les jeux du hasard, dans d'autres choses. Nous créons donc un cadre un petit peu festif avec le football, pour occuper les jeunes. Et lorsqu'on a des initiatives du genre le tournoi des légendes, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ne peuvent pas jouer, ils y viennent pour assister en tant que spectateurs. Ils y viennent pour mener des petites activités commerciales tout autour. Bref, c'est un engouement général qu'on crée et c'est très important pour l'encadrement de notre jeunesse. D'accord. Alors, on va immédiatement mettre le cap sur la mise en bouche de cet après-midi. C'est vrai que c'était aussi une façon de souhaiter la bienvenue à nos hôtes. Généralement, le vendredi, on est free, on est relax, on parle un peu de tout et de rien. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Vous êtes sur un plateau VVIP, très crédible, très prisé de la ville de Douala et du Cameroun, le grand continent. On va donc parler pour le moment de cette mise en bouche pour respecter le conducteur initial. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la catégorie des U17, avec les Lionceaux du Cameroun qui sont plus que jamais à la croisée des chemins pour leur deuxième sortie. Au menu, l'Ouganda qui sera donc en face des Lionceaux du Cameroun dans la première sortie. Les poulains du coach Aloum Seydou se sont inclinés 0 but contre 2 face à la sélection ivoirienne. Quelle équipe les Lionceaux du Cameroun avec la bénédiction justement de la réalisation? On passe donc à la mise en bouche et on parle de cette équipe du Cameroun qui affronte l'Ouganda ce samedi à 16h, heure de Vomika. Je vais commencer par vous, Pamela Ndioyap, pour cette deuxième sortie. Peut-on espérer une victoire probante des Lionceaux du Cameroun face à la sélection ougandaise quand on connaît les débuts difficiles de cette équipe des Lionceaux du Cameroun, la génération de cette année, qui donne quelques frayeurs et pas mal de sueur froide aux Camerounais qui ne se reconnaissent pas dans cette catégorie des U17, de joueurs un peu fébriles, des joueurs qui ont du mal à aligner 2 ou 3 passes, des joueurs qui ont des sérieux problèmes de coordination. Est-ce qu'il faut rêver véritablement avec cette équipe ou alors il faut appliquer tout simplement la volonté de Pierre de Coubertin, c'est de participer et de rentrer dormir au Cameroun? Je pense qu'il est encore possible. Je pense que c'est encore bien possible même pour le Cameroun d'espérer une qualification pour la phase directe, c'est-à-dire pour le prochain tour. C'est encore possible parce que
Il y a le deuxième match qui sera face à l'Ouganda après la malheureuse rencontre, le malheureux score concédé face aux Ivoiriens, 2-0. Je pense qu'ils ont beaucoup tiré les leçons de cette rencontre parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en face, l'Ouganda a gagné contre la RDC. Donc on a dans le groupe du Cameroun 2 équipes qui sont déjà à 3 points, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Et juste après l'Ouganda, c'est l'équipe du Cameroun qui vient avec une différence un peu plus avancée sur la République démocratique du Congo. Donc si le Cameroun demain samedi à partir de 18h-17h venait à bout de cette équipe ougandaise, ça permettra au Cameroun de manger 3 points, de se relancer dans la compétition. Et n'oublions pas qu'il y a aussi le meilleur troisième qui pourra se qualifier aussi pour la suite de la compétition. Donc peut-être pas la première place entre guillemets, mais soit la deuxième, soit la troisième. Si tout est encore possible pour l'équipe du Cameroun, quand on sait que la RDC n'a pas encore gagné de match et la RDC sera le troisième adversaire dans cette phase de groupe pour les Camerounais. C'est possible, c'est possible. Surtout que dans le match contre la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu que de déchets. Il y a aussi des moments où on voyait quand même le Cameroun sur des actions d'attaque. On retrouvait l'attaquant dans la surface de l'opération ivoirienne. Ce sont des choses qui permettent d'espérer. Et même jusque-là, défensivement, on voit que ce sont des fautes individuelles. Il y a celle du gardien et celle du dernier défenseur camerounais. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de possibilités pour ces joueurs de CIDO. D'accord. Alors, pour Pamela Ndiaye, le rêve est permis. Il y a lieu de ne pas se lamenter. Il faut toujours croire. Impossible n'est pas camerounais. Jacques Edimo, plus produit du football des jeunes. On a vu un gardien complètement abandonné par sa défense. Il était pratiquement au marché central là. Le deuxième but, il est un peu sorti, mais tardivement. Toujours sa défense. La défense est complètement larguée, perdue. Mauvais alignement défensif, mauvaise occupation rationnelle du terrain. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec cette équipe des U17? On va continuer toujours à rapistoler chaque année. On gagne une fois qu'on va jouer les figurants à la CAN. J'espère pas. J'espère pas parce que personnellement, comme Pamela le disait tout à l'heure, je fais aussi partie de ceux qui nourrissent une véritable ambition dans cette cuvée, surtout quand on sait que dans les 10 places pour le mondial de la catégorie au Qatar, le Cameroun n'a pas pu se qualifier. Du côté de la fédération, on a plutôt maintenu la confiance au staff technique. Je pense que malgré un début un peu difficile, il ne faut pas complètement se décourager. Il y a encore 2 matchs derrière. Je pense que si le Cameroun a le bonheur de battre l'Ouganda et la RDC, le Cameroun garderait intact ses chances pour continuer dans cette compétition. Mais maintenant, il va falloir être plus efficace, il va falloir être plus incisif, il va falloir également avoir de la réussite pour essayer d'avancer dans cette compétition. Moi, je dis, c'est vrai que contre la Côte d'Ivoire, on l'annonçait comme étant la Côte d'Ivoire comme l'adversaire le plus difficile dans cette poule-là. Ça a été le cas. C'est clair que nous, on aurait voulu, avec l'inauguration du siège et ce match derrière, on aurait voulu inaugurer le siège par une victoire contre la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Maintenant, il faudrait absolument que les garçons rebondissent demain. Il faudrait absolument, surtout, ne pas perdre contre l'Ouganda demain afin de maintenir intact ses chances pour le 3e match contre la RDC. Ce n'est pas impossible. Malgré la défaite, on n'est pas encore éliminé. On croise les doigts pour que demain, pourquoi pas, les garçons puissent enfin remporter une victoire dans cette compétition. On a cette grille Ndjouké, comme l'a dit le coach lui-même en conférence d'après-match, mais à mon humble avis, tout n'est pas encore perdu. Le Cameroun peut encore, pourquoi pas, à travers un sursaut, revenir encore dans cette compétition. Alors, Raphaël Maniaka, cette équipe des U17, il y a lieu d'espérer véritablement, au vu des balbutiements qu'on observe depuis l'édition précédente et même celle de cette année, on va nourrir la poule au jeu du marché? Non, je pense pas qu'on a nourri la poule au jour du marché. Je pense que le coach Seydou a travaillé, continue de travailler depuis pas mal de temps. Est-ce que la barre n'est pas assez haute pour lui? Je me pose déjà beaucoup de questions parce que ça va peut-être faire pour lui 3 compétitions où il n'arrive pas à sortir de la phase de poule. On se souvient qu'Ochan n'était pas sorti de la phase de poule. L'année dernière, il n'est pas sorti de la phase de poule. Peut-être cette année, je ne sais pas, je ne le lui souhaite pas, mais en termes de début de carrière avec les
les sélections, ça ne se passe pas bien pour lui. Il n'arrive pas à briser ce plafond. Pourquoi? Je pense que tout est dans le travail. Cette fois-ci, il n'a pas dans cette génération-là, il n'a pas forcément de joueurs qui sortent du lot. On se disait que, bon, ok, les autres générations, par exemple, l'équipe en elle-même, ça va faire 3 compétitions consécutives qu'elle n'arrive pas à gagner, ne serait-ce qu'un match. Pourtant, elle a eu de bons joueurs. Je pense que la cuvée de 2023, vous avez Yon Diouf, Yakamba, qui étaient pour la plupart des têtes de gondole de cette sélection. Vous avez Rodrigue Dipanda, qui aujourd'hui évolue du côté d'Espagne. La plupart des joueurs de la cuvée 2023 sont aujourd'hui dans des clubs un peu en Europe. Donc ça veut quand même dire qu'il y avait de la matière. En 2025, on avait David Mimba, on avait d'autres joueurs, Noël Doumbougo. Qui est désormais parti. Oui, parti. Donc on a, je pense, de la matière, mais je pense que l'épineux problème peut-être ici, c'est de réussir à travailler dans la difficulté. Parce qu'on retrouve toujours quasiment les mêmes problèmes, les mêmes situations de problèmes entre 2020, 2025, 2026. C'est-à-dire lorsqu'on tombe sur des équipes d'Afrique de l'Ouest, on se brille complètement. On n'arrive plus à poser notre... Par exemple, sur la première mi-temps contre la Côte d'Ivoire, à un moment, on avait la possession du ballon, mais on n'arrivait pas à se créer des opportunités de but. Pourtant, la Côte d'Ivoire était en train, elle, de balbutier son football, mais du retour des vestiaires, c'est comme s'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. Et on s'est pris 2 buts avant la 60e minute, et difficile a été pour nous de revenir dans la partie. Pourtant, moi, j'estime que le coach Seydou, lui, quand même, il a toutes les coudées franches parce qu'il a travaillé avec cette équipe jusqu'au dernier moment avant de s'envoler. Mais je trouve que dans sa manière de travailler, il y a toujours ce point que moi je vois. L'équipe, dans sa préparation, affronte toujours, à mon sens, des académies qui ne leur posent pas assez de problèmes. Moi, c'est mon avis. Parce qu'on ressort toujours de là. Les Lions ont gagné. La pause, c'est que même lorsqu'elle va à l'Unifac, et l'Unifac aussi, moi, quelque part, je trouve qu'elle ne crée pas un environnement compétitif pour ces sélections. Le niveau est trop bas ou alors il est moyen? Je trouve que je ne sais pas si le niveau il est bas, mais quand on regarde les compétitions, on est très fort pour en U20, la dernière équipe à avoir zone Unifac à s'être hissée très loin, c'était l'équipe de 2019 du Cameroun, oui. Avec Thomas Libi. Et ceux qui se souviennent savent comment Thomas Libi a travaillé avec ces joueurs qui sont allés remporter la Coupe d'Afrique des Nations. C'était une équipe modelée depuis qu'il a pris la sélection en charge. Il travaillait un peu. J'aime parfois faire ce parallèle-là avec Karl Enonga toucher les filles. C'est des joueurs qu'il a tenus par lui-même, c'est-à-dire il faisait des regroupements où c'est lui-même qui préfinançait. Et à la fin, on n'avait pas peut-être une équipe de génie, mais on avait une équipe qui collectivement réussissait mieux où il est, une équipe qui savait qu'il fallait être solidaire pour aller chercher des victoires. On n'a pas gagné cette Coupe d'Afrique en 2019 en étant supérieur totalement à nos adversaires. On a quasiment fait comme le Cameroun fait parfois, c'est-à-dire on peut ne pas être bien dans une phase de jeu, mais on ne prend pas de but. Oui. On réussit à être solidaire. Mais c'est ce que je reproche donc justement à ces 2 derniers cuvées, c'est que dans les moments difficiles, on se fait rapidement prendre au dépourvu. Et là, ça pose peut-être un problème de mental. Est-ce qu'aujourd'hui, Alioune Seydou envoie un travail avec ces équipes de manière à ce que même en situation de difficulté, on n'arrive pas à se faire prendre et que par derrière, on a quand même des joueurs qui peuvent aller en situation de compte rapidement. Dans ce même match contre la Côte d'Ivoire, on a Ronny Balia qui peut-être sur, entre guillemets, l'une des opportunités du Cameroun a réussi à prendre en profondeur. Malheureusement, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Faudra, on le voit sur cette action-là où on prend l'équipe ivoirienne de vitesse, mais ça ne suit pas derrière. Donc, on a eu quand même des opportunités. Comme je dis, toujours pas de la vitesse des longs ballons. On a eu des opportunités, mais on n'a pas réussi à être efficace offensivement. Donc, pour ma part, je pense qu'il y a tout ça
qu'il va falloir travailler. Et je pense qu'il y a une action qui a certainement, je pense que beaucoup parmi vous ont vu cette action où ils partent en contre-attaque à 4 contre 1. En 4. Mais comment 4 joueurs, ils n'arrivent pas à faire la différence. L'action ne se termine même pas sur une frappe de but. Donc pour moi, je pense qu'il y a des situations aujourd'hui où et c'est en pleine compétition qu'on connaît. Malheureusement, c'est ça que sur votre théologie, on a l'impression que vous êtes en train de faire l'homélie et il y a les disciples qui vous écoutent. Vous posez autant de problèmes et là, nous sommes en pleine compétition. On n'a pas ce temps. On n'a même pas de temps. On n'a pas de temps. On n'a même pas de temps. C'est pour ça que je pose... Est-ce que c'est ici qu'il y a lieu de corriger tous ces manquements que vous essayez d'énumérer depuis quelques minutes? C'est pas la compétition qu'on va... C'est pas pendant la compétition qu'on va... Ça fait combien d'années que Alioune Seydoux est en poste? On part déjà à 3 ans. Et toujours pas d'équipe? Bon, toujours pas d'équipe. L'équipe n'arrive pas à gagner. L'équipe n'arrive pas à gagner? N'arrive pas à gagner. L'équipe n'arrive pas à gagner. Déjà, la génération de l'année dernière n'est plus là. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Alors, et pourquoi on doit donc prendre les gens... Je vais revenir vers vous. Pourquoi on doit prendre des footballeurs particulièrement atteints par la limite d'âge? Parce qu'une équipe reste une équipe de football. Elle ne peut pas se concevoir en 2 ou 1 mois ou 3 mois. Une équipe, c'est comme une famille. La complémentarité, la simplicité et puis surtout les affinités. Alors, Georges Evodo, cette situation des U17 avec Alioune Seydoux qui est là depuis 3 ans, qui n'a jamais rien gagné, parce qu'on ne va pas compter UNIFAC, là-bas c'est des séances d'entraînement. Alors, pour vous finalement, est-ce qu'il y a lieu de penser que c'est une équipe qui n'est pas bien tenue ou alors qui n'a pas des bons hommes à leur place? Parce qu'il y a des agents qui ont encerclé pratiquement le staff technique. Ce sont les agents qui décident de qui on doit sélectionner, qui on ne doit pas sélectionner, au détriment quand même de pas mal de talents que nous avons dans ce pays. On a l'impression qu'au Cameroun, il n'y a plus de footballeurs. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Moïse, vous savez, à chaque tournoi des jeunes, c'est à peu près les mêmes problèmes. C'est-à-dire, on parle tous des agents qui ont pris en otage le coach, qui imposent tel ou tel joueur. Moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Je crois plutôt au fait que les entraîneurs dont vous avez cité les noms tout à l'heure, Seydou Alioum, Patrick Amour-Tignem et les autres, moi je pense qu'ils sont à la hauteur. J'ai plutôt l'impression que le problème se pose au niveau de l'âge des enfants. J'ai l'impression qu'ils sont très jeunes. Pour une raison simple, lorsque l'exécutif actuel de la fédération arrive, il décide que les enfants vont désormais jouer avec leur vrai âge. Ils se disent qu'il faut que les enfants jouent avec leur vrai âge. Et le drame, en voulant opérer de la sorte, c'est que vous aurez difficilement des résultats immédiat. Parce que les autres, ils ne vont pas faire ça. J'ai encore la caricature, vous avez vu le gardien angolais. Je crois qu'ils ont joué hier. Vous avez vu le passé du joueur angolais. Le gardien angolais. Par contre, le Cameroun a décidé de sortir de ça. Mais il y a les contrôles CAF, non? Il y a les contrôles l'IRM qui ont fait au niveau de la CAF. Le passé, c'est clair, Jacques Eddy. Mais lorsque vous voyez le gardien angolais, il n'a pas 17 ans. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ça photo a fait le tour de moi, je m'en tiens à la science, Moïse Bal. Parce que pour participer à cette compétition aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Il y a l'IRM. Avant de se qualifier, on fait d'abord l'IRM. Oui. Et l'IRM est un élément qui peut éliminer, qui peut vous faire éliminer. L'IRM est un élément qui peut vous faire éliminer. Donc moi je pense que on est loin. L'IRM également peut se tromper parfois aussi. Non. Oui, mais il y a eu des parents qui sont venus avec des jumeaux et l'IRM a pu donner des résultats. Les parents ont dû faire la contre-expertise. Et surtout, on choisit des lieux vraiment agréés pour aller faire des voilà. S'il faut donc jouer, comme vous dites, s'il faut suivre votre logique, Georges Evodo, vous dites que la fédération insiste sur le respect scrupuleux des âges. Oui. Voilà justement le joueur en question. Il a 17 ans. Vous voyez la barbe et puis le faciès, le front. Il a déjà un début de calvitie. Il a même déjà. Il n'est pas différent. Non, moi j'ai les cheveux. Mais Jacques Edimo, voilà l'image. Non, je veux dire que nous sommes africains. Le gardien, votre. Moïse Bal, si on vous montre des photos, par exemple, des enfants de 17 ans, à l'époque où nous on était à la Cadispo Academy, vous ne leur donnerez pas 17 ans, du point de vue morphologique, Moïse Bal. De par le suivi. Voilà, donc, moi je ne fais pas de procès d'intention comme ça. Jacques Edimo, quand on voit le faciès de ce joueur. Non, laissez le faciès. Mais les gens, il y a des déformations. Tout le monde n'est pas formé de la même façon. Je dis qu'aujourd'hui, à partir du moment où, au niveau de la Confédération africaine de football, depuis un moment, dans les compétitions, dans la compétition U17, il y a un contrôle obligatoire qui passe par l'IRM. Sur le plan, et que nous ici, d'abord au niveau de la fédération, on fait d'abord un contrôle interne. Quand vous finissez le contrôle interne, maintenant la CAF également vous soumet au contrôle avant de débuter la compétition. Donc, avant même l'UNIFAC, vous faites déjà ces tests IRM. L'année dernière, déjà par exemple, l'IRM a recalé beaucoup de nos joueurs. Beaucoup de nos joueurs avant l'UNIFAC de l'année dernière. Donc, moi je dis,
Beaucoup de nos joueurs dans le contrôle interne n'avaient pas détecté. Non, même le contrôle interne de la Fédé déjà avait récalé certains joueurs. Même le contrôle interne de la Fédé avait récalé certains joueurs. Ce que j'étais en train de dire, si vous pouvez me laisser terminer, allez-y, c'est que la politique donc définie par la fédération, qui consiste à ce que les enfants jouent avec leur réel âge, se heurte au fait que les autres forcément ne respectent pas ça. Et une fois que vous vous retrouvez à ce niveau de compétition, ça a un impact forcément. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas du talent, hein, parce que quand on voit quand même les Ivoiriens jouer, ou ce qu'on a vu par exemple les Burkinabés démontrer l'année dernière, il n'y a pas photo avec ce qu'on montrait. Mais je veux dire que moi je ne suis pas surpris des mauvaises prestations de nos enfants. Je reste confiant au fait que ces enfants, vous les verrez plutôt dans 4 ou 5 ans en équipe première, pour la grande partie, vous les verrez performants. Pourquoi? Parce qu'ils auront passé ces étapes avec leur vrai âge. Et arrivés en sélection senior, ils seront en droit de performer. D'accord. Posez-vous la question, Moïse, nous avons eu des équipes africaines qui ont gagné les tournois juniors, les tournois cadets. Regardez les... C'était quoi les Coupes du monde junior? Le Ghana. Non, la Coupe du monde junior avec les Messi. 2005. 2005 avec les Messi. Le Nigeria. Avec les Taiwo. Dans l'équipe du Nigeria. Dans l'équipe du Nigeria, les seuls 2 ont surnagé. Et c'était, quand vous voyez cette équipe à l'époque, le plus jeune c'était Obi Mikel, hein, de par son faciès. Les autres, vous sentiez que c'est des gars qui ont une certaine maturité, sauf que sortis de la même équipe du premier du Nigeria, ils ne sont pas arrivés. Les contrôles n'étaient pas comme maintenant. Non, je veux dire que moi je suis conscient au fait que nous pouvons avoir de mauvais résultats à l'heure qu'il est, au niveau des jeunes. Mais je suis sûr que dans 4-5 ans, vous trouverez beaucoup de ces enfants en sélection A pour une raison simple. Ils auront joué avec leurs âges en sélection des jeunes et ils auront brisé le plafond de verre qui s'impose parfois à certains d'entre nous du fait qu'on a coupé les âges pour arriver en équipe première. Ouais, c'est ce qu'on a dit lorsque le Cameroun remporte la CAN en 2019, mais on a retrouvé combien en sélection bien après? Non. Parce qu'en fait, nous connaissons les enfants, nous les connaissons. Hein. Parce que si c'est resté à chaque fois de dire que non, si on ne gagne pas, c'est parce qu'il y aura du potentiel qui pourra aider plus tard. Non, ce n'est pas un argument. Je pense que les responsabilités doivent être partagées. C'est vrai qu'actuellement, ils sont encore en compétition. Il faudrait déjà que Seydou lui-même commence à gagner parce que ça fait un peu, c'est un peu beaucoup. Alors pour vous, en cas de résultat catastrophique, qui doit toujours être maintenu au pêchoir? Moi je ne suis pas son patron ou sa patronne, mais vous donnez votre je pense avis, que les institutions savent quoi en faire au cas où ils ne traversent pas. Mais mon souhait, c'est qu'ils traversent de toute façon. Votre souhait, c'est qu'ils traversent. Parallélisme Bissek, PAMSTAR. Il ne faut pas faire la démagogie. Parallélisme Bissek, il y a un cas similaire pour le même exécutif. Il a eu du temps. Tu vois, mais c'est ce que je dis. Mais c'est exactement ce que je dis, parallélisme. C'est pour ça que je dis parallélisme de force. Tu comprends? Le coach Bissek a raté la première tentative pour la qualification de la CAN. On a redonné la confiance. Il a raté sportivement. Parce que là, on est qualifié administrativement. Il a raté sportivement. Et au niveau de la fédération, on a tiré les leçons. Moi, je dis... On a tiré les leçons avant même qu'on nous qualifie administrativement. Oui, administrativement, oui. Je dis... moi, j'entends ce que Georges dit. J'entends, machin, mais j'estime que quand tu es au Cameroun, il y a 10 places pour aller au mondial catégorie, le Cameroun doit y être. Vraiment. Jeune, gamin, pas gamin. 2 années d'affilée. C'est que c'est un problème. Moi, je comprends parce que gagner en jeune même n'est pas gage que devant vous gagnerez. Ouais. Comme ne pas gagner en jeune n'est pas aussi gage que demain vous gagnerez. C'est pas écrit d'avance. Mais moi, j'estime que quand on voit quand même, et qu'on va parler du chef, quand tu vois quand même certaines réformes qui sont entreprises, certaines choses que la fédération essaie de mettre en place, il faudra à un moment minimalement revenir à un cycle de victoire tout de même, minimalement en termes de résultats sur le plan international. Parce qu'on est dans un mandat sans Coupe du Monde senior, ce qui est quand même un problème du point de vue économique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que des retombées financières du mondial U17, du mondial U20 devrait, à mon humble avis, permettre à la fédération d'avoir une bouffée d'oxygène pour développer davantage le football à la base. Mais moi, j'estime que ne pas aller à la Coupe du Monde 2 fois de suite, c'est un problème quand tu es le Cameroun. Quand tu connais ce que le Cameroun représente historiquement, c'est quand même un problème. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire, que moi, j'appelle de tous mes voeux à la qualification. J'estime que, je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier jet, on a peut-être raté notre entrée. On a peut-être brûlé un joker, mais rien n'est encore perdu. Cette cuvée doit aller à la Coupe du Monde parce qu'elle a eu plus de temps de préparation que la dernière. Raphaël disait qu'on s'évalue simplement les académies, mais non, cette cuvée a eu 2 matchs amicaux internationaux. C'est-à-dire qu'ils ont joué balle, permettez.
On parle d'une cuvée qui allait s'acclimater au Maroc 2 semaines avant la compétition, qui a joué la Tanzanie, qui a joué le Mozambique avant la compétition. Avant, ça n'existait pas. Une victoire, une défaite. Oui, c'est ce que je dis. Mais au moins, en termes d'évaluation, quand même, tu t'es opposé à des adversaires internationaux, pas simplement en académie. J'estime qu'au niveau du point de vue fédéral, on a donné plus de moyens que souvent à la scène d'encadrement technique. Moi, il faudrait à un moment donné les mettre face à leurs responsabilités, tout simplement. J'estime qu'on a peut-être perdu contre la Côte d'Ivoire, mais demain, il faut absolument battre l'Ouganda. Et j'estime que si on bat l'Ouganda, on a déjà battu la RDC l'année dernière à l'UNIFAC, on les a battus encore cette année à l'UNIFAC. J'estime que c'était un adversaire de te porter. Mais il faudra à un moment donné cesser de se cacher du fait que non, c'est les jeunes, on va gagner plus tard. Non, à un moment donné, quand tu es le Cameroun, quand tu arrives dans une compétition comme celle-ci, tu as également un devoir au niveau des résultats. 10 places sans le Cameroun, c'est un problème. Et moi, je continue à le dire que quand j'ai vu les moyens mis pour cette cuvée-ci, il ne serait pas normal. Je dois seulement rappeler que l'Ouganda a été 8e de finaliste au dernier mondial. Oui, je sais. Le score, on a vu l'entrée contre la RDC. C'est pas un cadeau de jouer l'Ouganda. C'est parce que je suis pas en train de dire qu'on va marcher sur l'Ouganda tout de suite. Vous êtes Camerounais, bien, j'espère. Je suis Camerounais. Ok. Je suis Camerounais, mais il faut aussi. Le foot aussi a ses réalités, non? C'est la lecture que vous faites là, c'est le cœur qui parle ou c'est le consultant qui s'exprime? Tout parle, tout est mélangé. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne l'Ouganda demain. Vous devez être objectif quand même. Non, il faut qu'on gagne l'Ouganda demain. C'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance, mais c'est pas impossible non plus. Nous sommes en pleine compétition. On sort avec vous, Raphaël Maniaka. Les panélistes sont confiants. On constate que ce sont les Camerounais qui s'expriment et non les consultants ou les journalistes. Non, l'Ouganda va nous gagner. C'est pas ce que j'ai dit, Jacques Edemo. Le football des jeunes a trop de problèmes quand même. Même si vous faites comme si vous les ignorez. Je dis pas non. Vous êtes passé par le football des jeunes. Est-ce que nous on avait les moyens de ceci? Non, permettez Jacques Edemo, vous êtes exprimé. Oui. Vous avez donné la parole, vous avez le temps de vous exprimer. On a trop de problèmes de coordination, trop de problèmes de déplacement. On n'apprend pas ça en compétition. Vous dites qu'on a eu 5 jours d'acclimatation, on a eu 15 jours d'acclimatation, 2 matchs amicaux. Vous pensez que... C'est beaucoup. Non, Jacques Edimo, nous n'avons pas la chance d'avoir un entraîneur en plateau, parce que moi-même j'en suis un. Alors, pour vous, pour sortir définitivement avec les U17 Raphaël Maniaka, est-ce que aujourd'hui, avec cette deuxième sortie, une équipe ougandaise qui affiche clairement ses ambitions, le Cameroun qui joue avec le cœur, même sur ce plateau, sans toutefois véritablement préparer la compétition, est-ce qu'on va continuer à rêver, à faire des rêves en couleur? Tout simplement parce qu'on s'appelle Cameroun, on a la réputation des meilleurs, on avait gagné l'année passée, on avait gagné avant, on ne travaille pas. Ça fait Dès depuis qu'on gagne. s'appelle Cameroun, le score est déjà connu, on va gagner le match, même si on n'a rien préparé. Pour le cas d'espèce, nous jouons l'Ouganda demain. Vous avez vu les forces en présence de la première sortie des différentes équipes. Il y a 2 équipes qui ont pratiquement 0 points, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Pour demain, Qui peuvent tout perdre. justement, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour revenir à la hauteur des équipes qui nous ont déjà dévancés? Puisque c'était un match déjà de pression, il faut gérer le mental des enfants, il faut gérer la coordination, il faut gérer la panique. On a un entraîneur qui est toujours debout, tendu, fâché, on ne sait pas pour qui il est fâché. Et la communication du banc de touche est tributaire du terrain. On fait comment pour gagner un match quand un entraîneur qui est toujours là, qui a toujours le visage attaché? Il est fâché contre qui? Bon, C'est le jour du match qui doit apprendre à ses joueurs à jouer. c'est le présentateur qui parle ou Non, bien. maintenant, c'est le présentateur qui pose la question. Et un Camerounais qui est très fâché du résultat néfaste affiché par les U17. Bon, Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans cette équipe. Non, je pense que quand vous dites que l'entraîneur est tout fâché, je pense qu'il est mécontent de voir que les joueurs n'appliquent pas les consignes au préalable. Depuis 3 ans. Peut-être que oui, peut-être qu'ils sont timons. C'est pour ça que j'ai parlé de mental au début. Que je ne sais pas si aujourd'hui le coach réussit à renvoyer à ses joueurs suffisamment de force pour aller. Parce que moi, quand je regarde l'adversaire, il y a nos différents adversaires. Peut-être physiquement, ils peuvent être au-dessus de nous. Parce que je regarde, ce sont des jeunes joueurs qui peut-être physiquement peuvent être un peu en dessous des adversaires, mais qui doivent pouvoir répondre. Mais quand on regarde quand même les Ivoiriens, vous n'allez pas... Non, les Ivoiriens, c'est du même c'est du même. C'est pour ça que je parle, moi je dis, il faut apporter d'autres réponses. J'ai dit tout à l'heure que même
quand parfois c'est difficile pour les équipes du Cameroun, il y a toujours ce revers mental là qui permet de pousser l'équipe. Est-ce qu'on va toujours gagner les matchs avec Non, le mental? on ne va pas toujours gagner tous les matchs au mental. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à gagner. Voilà. La preuve, c'est qu'on n'arrive plus à gagner. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, cette équipe, différemment des autres, n'a pas de joueurs qui sortent du lot. Ça veut dire que cette équipe est un peu partie incognito de joueurs sortant du lot. Je vous donne pour l'exemple qu'en 2023, on avait par exemple Yonjo. Mais d'où le problème de casting. Est-ce que... Non, ce n'est pas un problème de casting. Est-ce que l'effectif actuel, aujourd'hui, est-ce que l'effectif actuel répond véritablement au nombre du casting qui a été effectué à travers le triangle national? Ou alors on s'est appuyé sur 2 ou 3 académies pour former l'équipe nationale? Il a vraiment fait le tour. Non, je pense que quand on regarde la liste des joueurs qui composent cette équipe, il y a quand même beaucoup d'académies. C'est pas une seule. Il n'y a pas une académie qui prédomine. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour aussi être un axe. Parce que habituellement, je vous prends toujours cette cuvée de 2023 où il y avait quand même des Yonjo, des Fiakamba, Exactement. Il y avait des joueurs qu'on retrouvait beaucoup dans une seule académie. Donc la physionomie de joueurs pouvait être plus ou moins pareille. Mais là, vous avez plusieurs joueurs sur qui il va falloir inculquer une science, inculquer un niveau de jeu. Et je trouve, à mon sens, que ce que fait aujourd'hui Seydou Alioum, peut-être au niveau de l'UNIFAC, ça passe. Mais lorsqu'on traverse l'UNIFAC, parce que j'estime déjà pour moi que l'UNIFAC est la fédération, je sais pas, le voie le plus faible. Non, je dis en U17. En U17, même en U20, je trouve. En U20, on ne s'est pas qualifié. Pour dire. Pour dire. Non, l'UNIFAC est faible. Je dis pourquoi. Parce qu'on a eu le bonheur avec Essombe de rencontrer les responsables fédéraux RDC Gabon. Au Gabon, par exemple, en U17, là, le foot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Ça ne se joue pas. C'est-à-dire que. C'est ce que je dis, on prend des enfants comme ça, à l'appel, pour venir représenter. En jeune, pour moi, en jeune, le Cameroun est la meilleure nation. En jeune, même en termes, je pense que en termes d'académie, le Cameroun dans la zone CEMAC, voilà, c'est les meilleurs. Et quel est votre argument? La preuve, hein, dans notre groupe, il y a 2 pays de l'UNIFAC. Et les 2 pays ont perdu. C'est la preuve que le niveau est... Donc, c'est pour ça que je dis, à un moment, il y a la manière de travailler qu'il faut peut-être aussi changer. Mais est-ce que le faire l'homme est dedans? Puisque vous tendez, vous êtes tous unanimes sur le plateau que tout va bien. Non, on n'a pas dit que tout va bien. Attention, on ne dit même pas que ça va bien. On est sur 6 matchs sans victoire, donc ça peut pas aller bien. J'essaie donc de comprendre. Si l'entraîneur impose donc le 4-3-3, qui n'a jamais marché depuis qu'il est là, parce que l'UNIFAC, moi je ne considère pas l'UNIFAC comme un événement majeur. Là-bas, c'est les séances d'entraînement. Passer les séances d'entraînement, le juge de paix, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie où on affronte quand même les autres nations. Il se trouve quand même que depuis que le staff technique actuel est là, on a du mal à franchir. Je reviens encore sur mon propos. Je vous le pose encore dans la question. Si on a donc des éléments, peut-être des jeunes, on a pu les terres de contrôle, comme je dis si bien, qu'est-ce qui peut expliquer que pendant 90 minutes, que l'entraîneur soit figé sur un schéma tactique qui ne produit absolument rien et qui n'apporte rien? Même parfois sur les seniors, c'est tout la même chose. On joue de la même façon. Mais la lecture du match, on est capable de lire. On peut se comprendre que c'est le matchs qui maîtrise mieux, Moïse. La culture tactique n'existe plus au Cameroun. Donc les autres font la magie. Oui, allez-y. Donc moi pour dire, franchement, je le dis depuis, je parle toujours de ce que moi vous avez appelé à l'UNIFAC, c'est un entraîneur. Moi, je reste sur notre préparation ici. Est-ce que ici, on le dit nous tous, nous avons les académies les plus fortes de la sous-région, ce qui signifie que même l'UNIFAC, peut-être, la commission UNIFAC est plus petite que d'affronter certaines de nos académies. Pourquoi nous, étant ici en U17, pourquoi nos sélections vont jouer contre des académies qui ne leur posent pas les problèmes qu'ils retrouvent année après année en compétition? C'est ça le problème. Si vous avez une sélection U17 et que nous sommes tous unanimes ici, que vous savez qu'à Douala, vous avez l'UFBC, vous avez Galactique, vous avez Real Foot Academy, vous avez Dauphine, et que pendant un an, vous avez affaire que pendant un an,
la sélection U17 se prépare. Ils n'affrontent aucune de ces équipes. Pourtant, dans cette sélection, il y a des joueurs qui viennent de ces académies-là. Mais ça pose un problème. Vous n'affrontez pas les meilleures académies de chez vous. Chez vous, vous êtes la meilleure nation en termes d'équipes jeunes. Comme quoi les académies de Yaoundé sont faibles. Parce que c'est les académies de Yaoundé qui apprennent. Même à Yaoundé, il y a difficilement, par exemple, des matchs contre, je vous cite par exemple, Indomable, qui est peut-être l'une des meilleures académies de ce côté-là. Et on n'en compte pas beaucoup. Des académies, même en championnat régional, les équipes que généralement, ça c'est général, c'est Espoir du Caire, c'est, je crois, parfois Indomable. Voilà, mais il y a tas de sports même. Je reviens vers vous dans quelques poussières de secondes. Nous sommes pris par les compteurs du temps. On va faire un tour rapidement à la régie. On se retrouve après pour la suite. Neptune Oil, votre partenaire pour une expérience agréable. Et pour vous détendre, nous vous invitons à vivre les grands événements sportifs. Avec Neptune Oil et ABC Finance, vous êtes toujours couverts. Neptune Oil, le carburant de vos émotions. Un nouveau jour se lève, apportant avec lui de nouveaux défis. Mais la chaleur est toujours là, nous poursuivons partout. Heureusement, nous pouvons compter sur le climatiseur Macat pour nous offrir une fraîcheur incomparable. Avec Macat, nous pouvons nous évader dans un monde de fraîcheur et de confort. Pour toute question ou demande, notre service commercial est à votre disposition pour vous aider à choisir le climatiseur qui vous convient le mieux. De plus, notre service après-vente SAV est disponible pour vous assurer une assistance technique rapide et efficace en cas de besoin. Avec les climatiseurs Macat, affrontez la chaleur avec sérénité. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Game On. Courez la chance d'empocher des prix. Les règles sont simples. Inscrivez-vous ou connectez-vous à OneXBet. Confirmez votre participation. Pariez sur le sport et recevez des billets promo. Obtenez des free bets et un cashback hebdomadaire. Participez aux tirages au sort. Game On. Unis dans le jeu. Utilisez le code promo pour récupérer le bonus de bienvenue. Retour sur ce plateau B précis de MSI TV. On va dire merci à nos amis de Tioff. Tioff. Rien ne nous arrête. Tioff. Rien ne nous arrête. Lori Mado reste toujours attendu à Marois. Commence déjà. Jacques Edimo attend toujours Lori Mado, les spaghettis Mado. Jacques Edimo avec Tioff. Oroni Marco, le message est passé. La mise en bouche. Vous savez que Tioff fait même au TDL. Ouais. Ah bon? Oui. Tioff fait un partenaire de légende. Donc, on remercie le groupe Macat, Neptune Oil et OneXBet, le sponsor officiel. Alors, on va passer à la thématique principale. C'était juste pour souhaiter une bonne chance aux lanceurs du Cameroun, mais il va falloir tirer quand même les leçons de ce staff technique des lanceurs du Cameroun qui est là depuis un bon bout du temps et
qui n'a jamais rien gagné dans une Coupe d'Afrique des Nations et qui se contente uniquement de faire main basse sur une compétition de l'UNIFAC avec un niveau extrêmement bas, pour ne pas dire moyen, mais une fois à la CAN, on ne comprend pas ce qui ne va pas avec les poulains d'Aliou Cissé. On va passer à l'immeuble siège. Quel impact? La thématique principale. Je commence par vous, Pamela Diop. L'immeuble siège est là, après plusieurs années d'attente. Il a fallu du temps. Il était temps. Vous étiez à Yaoundé, vous avez tout vu. Vous avez entendu, vous avez suivi, vous avez écouté. Choses vues, entendues et vécues en direct. Quel impact pour le siège de la Fédération camerounaise de football? L'impact est vraiment partagé, c'est sur plusieurs dimensions. La dimension sportive, la beauté, hein? La dimension structurelle, la dimension économique même. Économiquement, on verra que ce ne sera plus des locations externes que la fédération pourra encore faire pour louer les salles de conférence, louer des grands salons pour organiser l'Assemblée générale ou encore la conférence de COMEX, parce que tout y est dans cet édifice. On a bien visité, on a bien vu qu'il y a la salle de conférence du COMEX avec des membres bien nommés, avec chacun ayant des sièges de ce côté-là, des salles de conférence aussi. Il y aura même, la fédération a même désormais la possibilité de se faire des rentrées d'argent, peut-être dans la location, je ne sais pas, des terrasses, si c'est la terrasse qui est au niveau du deuxième, la terrasse qui est juste après le quatrième, ou même encore la terrasse qui est au rez-de-chaussée. Donc la fédération a tellement... Impact économique, impact sportif. Tout est vraiment réuni de ce côté-là, du côté de Ouarda, tout est réuni. Je pense que le président de la fédération, lorsqu'il disait dans son discours que la fédération désormais peut brasser beaucoup de millions sur le mois ou sur l'année. Ce n'est pas un discours à dessein, c'est parce que justement, ils peuvent beaucoup organiser. Si dans certains stades on accueille des mariages, je pense qu'eux-mêmes aussi sont capables d'accueillir plusieurs événements culturels ou encore sportifs de ce côté-là. D'accord. Alors, Georges Baudot, l'immeuble siège. Vous étiez sur ce plateau en début de semaine. Vous avez tout suivi en direct et tout ça. Quel impact? Comme l'a dit Pamela juste à côté de moi, l'impact est multidimensionnel, Moïse. Mais l'impact ici, le premier sera d'ordre économique. Vous savez, qu'on le veuille ou non, on a besoin d'argent dans toute activité. Et désormais, la fédération a un bâtiment qui peut lui permettre de prendre un crédit dans une banque. La banque sait que la fédération, dans tous les cas, a les moyens de rembourser. Ça, c'est déjà un gros avantage. Très souvent, on dit que les uns et les autres sont riches. Mais la richesse, parfois, tu vas en banque, ils ont des crédits. Juste parce qu'on parle de leur richesse en termes d'immobilisation qu'ils ont. Et aujourd'hui, la fédération a ces immobilisations qui lui permettent d'avoir un patrimoine qui lui est propre. À côté de ça, il y a maintenant l'impact sportif. Qu'on le veuille ou non, la fédération rentre dans une ère de modernisme. Quand on voit ce siège, on sait que là-dedans, c'est des choses sérieuses qui s'y font. Ce sera plus comme l'ancien siège. À côté de ça également, il y a le fait que, bon, l'impact juste dans le quartier où le siège se trouve, qu'on le veut ou non, désormais Ouarda, on aura en image le siège de la fédération. Avant, c'était le palais des sports, mais maintenant, c'est le palais des sports et le siège de la fédération camerounaise de football. Et c'est très important. Maintenant, il appartient aux uns aux autres d'embellir tout ça en nous apportant des résultats sportifs. Voilà ce à quoi nous on s'attend au finish. L'immeuble est là, le siège est là, des gens pour travailler y sont, qu'ils montrent à quel niveau ils sont compétents pour que nous autres qui sommes observateurs, nous qui sommes des Camerounais ordinaires, puissions nous réjouir de ce que les résultats désormais sont là. D'accord. Alors, Raphaël Mayaka, l'immeuble siège. On sait qu'il y a pas mal d'équipes au Cameroun qui n'ont pas de siège social. Le Caïman de Douala loue un siège quelque part. Lui, là, M. Sommet ne va pas me démentir. La location n'est pas le siège, même si c'est un siège. Alors, le fait que la FECAFOOT elle-même décide de prêcher par le bon exemple, qu'est-ce qui va changer dans les jours à venir pour ce qui est du football camerounais partant de cet immeuble siège de la FECAFOOT? Déjà, je pense que Georges Odola dit ça va quand même changer maintenant. Si vous êtes un inconnu et que vous avez à Yaoundé, vous dites seulement laisse-moi la FECAFOOT. Je pense que ça change déjà. Vous n'avez plus besoin de dire laisse-moi Tinga. Quand vous dites laisse-moi la FECAFOOT, je crois que ça dit un peu tout. Ça, c'est quand vous êtes un inconnu. C'est vrai que nous, on dira au niveau de
du siège de la fédération. Mais un inconnu peut arriver aujourd'hui, juste parce qu'il a vu la bâtisse, peut dire tout simplement que laisse-moi au siège de la fédération, même si mais parce qu'il a déjà vu les images, il sait qu'en passant là, voilà le siège. Pourtant, avant, c'était pas facile, on pouvait le confondre à un ministère. Donc, je crois qu'aujourd'hui aussi, jalousement, la fédération se positionne aussi comme une institution plus ou moins forte. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, je parlais tout de suite des ministères. Quel ministère aujourd'hui peut rivaliser avec le siège de la fédération aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Je pense que certains ministères aujourd'hui, vous êtes obligés de courir avec votre tchof en main pour pouvoir rallier d'autres cieux. Mais je crois que quand on regarde cette belle architecture, on se dit là maintenant, c'est plus le jeu. Il faut se mettre au travail parce qu'économiquement, il va falloir répondre. Bien sûr, il va falloir comptabiliser. Et je crois que dans cette comptabilité-là, Pamela a parlé de sous-location parce qu'il va falloir faire entrer et je crois que ça va aussi attirer parce qu'il peut y avoir des coworking aujourd'hui à la fédération. Je pense que c'est au service marketing de la fédération de bien travailler dessus parce que vous pouvez être, cet édifice peut aujourd'hui être le lieu de beaucoup de coworking, juste seulement pour aller vous dire que vous travaillerez dans le même édifice que Samuel Eto'o. Peut-être ça permet d'attirer de la valeur, ça permet de rentabiliser, ça permet d'avoir un coût à l'image aussi, seulement pour le label même Lion Indomptable. Combien de fois aujourd'hui vous imaginez le nombre de publicités même que les Lions Indomptables peuvent faire dans cet édifice-là? Ils n'auront pas besoin d'aller louer un autre espace pour faire des publicités même pour la marque. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est bienvenu. Je crois qu'il faut continuer, ça va se poursuivre ainsi. Je crois qu'il y a, on parle de plus d'une soixantaine de 65 bureaux. Je pense qu'il y a de la place pour... des conférences. Voilà, en parlant même de ça, je pense que pour nous, la presse, on est heureux parce qu'avant, on se cognait les têtes lors des conférences de presse. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, on répond quelque part aux normes d'une fédération comme celle du Cameroun. Et je pense que même au niveau de l'étranger, on envoie aussi quand même un très beau message. Au niveau de l'étranger avec cette bâtisse. Aujourd'hui, on a envie même de se filmer devant le siège de la fédération. C'est pour ça que je parle aujourd'hui que même en termes d'image, c'est quelque chose d'important de savoir que vous pouvez tout de même venir aujourd'hui prendre des photos devant le siège de la fédération. Au moins, ça vous renvoie quelque chose de beau. Et maintenant, à cette beauté-là, il va falloir lier le critère le plus important, c'est le critère sportif, c'est les victoires. Quand vous finissez d'avoir ce pareil immeuble, c'est les victoires qui sont importantes. Laissons de côté les bruits qui ont été ceux de Tinga et mettons-nous au travail dès à présent pour répondre aux standards de cet édifice-là. Jacques Edimon? Non, mais je pense que mes prédécesseurs ont été un peu redondants et comment ne pas l'être face à ce genre d'édifice. Aujourd'hui, nous retenons que le Cameroun a un siège en adéquation avec l'histoire de son football parce qu'on est un pays qui a connu la Coupe du Monde par 8 fois, on est un pays qui a remporté 5 Coupes d'Afrique des Nations, on est un pays qui a fait finale de la Coupe des Confédérations, finale de la Coupe d'Afrique féminine. 2 fois vainqueur de la Coupe U17, 1 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique U20. J'estime qu'il était temps pour nous d'avoir un siège en adéquation de ce palmarès-là. Et on parle de 11 ballons d'or masculins, 1 féminin au Cameroun. J'estime qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir un tel palmarès. Donc, quand vous avez tout cela dans votre JBCS sur le plan sportif, il était de bonne loi d'avoir aussi, du point de vue administratif, un siège aux standards internationaux. C'est le cas aujourd'hui. Bravo à l'exécutif actuel. On connaît toutes les tribulations qui ont émaillé à l'inauguration de ce siège. On sait que ça a commencé en 2013 avec la pose de la première pierre, mais 2012-2013, avec tout ce que avait le président hier à l'époque, avec tout ce que ça comportait comme situation. Aujourd'hui, c'est fait. Le Cameroun a son siège. Maintenant, je l'ai dit en début de semaine pendant le plateau ici avec Georges, je suis de ceux qui souhaitent que ce soit également aujourd'hui une nouvelle ère de victoire. Il faudrait que le Cameroun, après avoir inauguré son siège sur le plan administratif, que s'ouvre aujourd'hui une ère de conquête, une ère de victoire. Il faudrait que le Cameroun, dans
la plupart des catégories aujourd'hui redeviennent un peu l'équipe conquérante qu'on était auparavant. Pourquoi pas avec un sursaut d'orgueil avec les U17, même comme ça n'a pas bien commencé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un avant. Raphaël parlait de Chinga, il y aura un après cette inauguration. Et je souhaite fondamentalement que ça se matérialise aussi au niveau des victoires, que ce soit avec les clubs, mais aussi surtout avec l'ensemble de nos sélections nationales. Moi, si je peux ajouter quelque chose, ça c'est un conseil que je peux donner à la fédération, c'est de rendre ce siège comme un musée. Oui. Si aujourd'hui, ils peuvent voir la CAF pour avoir ne serait-ce que je vais dire quoi, les duplicata des trophées, si je peux appeler ainsi, des trophées, avoir un musée où par exemple à l'intérieur, vous pouvez exploiter ce musée, faire des journées portes ouvertes de la fédération. Il y aura un musée dédié au trophée des Lions de Notable. Voilà, ça c'est... Non, même aux compétitions interclubs. Il faudrait que les coupes remportées par Loris, par le Canon, par le Exactement. Tonnerre, par l'Union de Douala puissent être représentées. Des photocopies en fait. Moi, parce qu'il faut travailler l'image aujourd'hui du siège de la fédération. Il faut continuellement, le siège il a été inauguré. Maintenant, il faut mettre à l'intérieur des choses qui permettent... Exactement. Qui font en sorte que... Payeront un ticket pour... Pas forcément de payer. Attention, tu n'as pas encore fait, tu te poses la question de savoir combien payer. Pas forcément payer. Il faut créer de l'envie. C'est pour ça qu'il y a pas de journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes ne sont pas des journées payantes. Je pense que Georges voudrais être mieux placé. Mais ce n'est pas des journées ouvertes, c'est des journées payantes. C'est-à-dire, vous avez cette architecture-là. Mais maintenant, pourquoi... Peut-être une fois chaque 2 ans ou bien une fois par an. Il faut que, ce que Raphaël essaie de dire à d'autres thèmes, c'est créer l'attractivité. Il faudrait rendre le siège attractif pour le grand public. Et ça passe par des choses comme celle, la mise en place d'un certain nombre de choses qui susciteraient l'intérêt du grand public. Effectivement. Qu'est-ce qui gagne économiquement aussi dans ça? Parce que c'est ça. C'est donnant. Pour les journées pas ouvertes, d'accord, c'est... Ça, c'était un exemple. Maintenant... Les s'organisent souvent cela. Par contre, si cet espace où on met des trophées, vous allez m'excuser, moi je vais penser comme l'économiste ou comme le comptable, là. On peut plutôt prendre cet espace-là pour faire le coworking. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Un peu comme, genre, vous avez une tour et dans cette... Le coworking, il est indéniable. On parle quand même de 60 bureaux. Je l'ai dit tout à l'heure que le simple fait d'avoir un bureau et que vous savez peut-être qu'un vendredi, vous pouvez, je dis ça, c'est dans l'imaginaire total, vous pouvez rencontrer un 4 fois ballon d'or comme Samuel, une icône africaine. Je pense que ça vous attirez quand même déjà au préalable beaucoup de personnes. Je suis juste en train de dire, je suis dans la même idée, c'est pour ça que je pars dans la même lancée d'idées, et essayer de mettre des choses qui ne se font pas tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit où est exposé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. On a quand même gagné 4 Coupes d'Afrique des Nations. 5 Coupes d'Afrique des Nations. 5 Coupes d'Afrique des Nations. Il ne faut pas nous réduire. Voilà, c'est ça que je dis. Est-ce que c'est pas au ministère des Sports, Moïse Val? Disons que ce n'est pas au ministère des Sports Exactement. de garder les trophées des fédérations. Chaque fédération est libre. Je pense que quand vous allez au siège de la FFF, je pense que vous trouvez les copies des Coupes du Monde. Toutes les copies de l'équipe de France sont au siège de la FFF. Voilà. Donc je crois... Non seulement les trophées, même les maillots, même les maillots de sélection nationale. Exactement. Des années 60, 70 et même maillots. aux années 80. Pourquoi ne pas avoir par exemple le maillot qu'on considère aujourd'hui même je crois dans le monde, le maillot Puma qui était collector. Unique, voilà. Pourquoi ne pas l'avoir quelque part? Le démembré. Il faut, il faut mettre... Exactement. Il faut avoir tous ces... Je pense que c'est la même chose qui est fait avec quand vous arrivez à l'entrée, il y a les statuettes. Il y avait les... Voilà, exactement. Je pense que c'est dans ce même moderniser ce genre d'idée. Donc, moi, c'est dans ce sens. Je crois que ce sera fait. Je crois que le président en a fait allusion quand il parlait de la boutique des Lions Notables, qui va y séjourner. Je pense qu'il y aura un coin quand même. C'est des gens qui réfléchissent, c'est leur travail, notamment le service marketing, et je crois qu'ils vont réfléchir. Et puis quand vous arrivez à la Maison Blanche, quand Florentino peut-être vous amène dans le musée. Exactement. Exactement. On vous recrute, c'est pour vous dire qu'avant toi, tu regardes. Exactement. Par exemple. Ça fait partie de l'histoire aussi, c'est important. Alors, permettez-moi de rendre quelques messages, ils sont très nombreux, on va lire quelques-uns. Avec votre permission, bien entendu, Pamela Ndjoyap, Georges Vaudot, Jacques Edimo, Raphaël Maniaka. On va prendre la direction du Sud-Ouest. Bonsoir, Moïse Bal et un riche panel.
Le problème des U17 est d'abord le manque de maturité qu'il y a de nos joueurs et leur absence de compétition. Pensez-vous qu'un joueur qui participe à des tournois organisés, ça et là au Cameroun, tienne devant un joueur ivoirien qui participe à un championnat de jeunes dans son pays? Non. C'est là notre réel problème. Il nous faut un championnat jeune où un joueur aura au moins une quarantaine de matchs dans les jambes. Non, les joueurs de nos académies sont formés pour la métropole, pas pour notre relève. Ils sont retenus sur quelle base? Sachant aussi que nos résultats d'hier étaient l'œuvre de joueurs aux âges tronqués. Soyons patients pour l'avenir, que la réforme des compétitions de jeunes s'intensifie et on gagnera. Le message est signé de Abianda Dieudonné, depuis la ville de Limbé, ancien cadre de la Sonara, fidèle téléspectateur de Pelouse. On va prendre une autre réaction. Bonsoir Moïse Bal, très riche panel et bonne thématique. Pour ma part, le casting n'a pas été bien fait. Nous avons eu assez de temps pour voir les lacunes des uns et des autres. Leur jeu n'est pas assez séduisant, voire même attrayant. Football décousu, à la limite tatillon, pour une équipe qui est entrée en stage et bloquée pour une bonne longue durée. Ce stage a alors servi finalement à quoi? Aller prendre des défaites en cascade et en série. Il faut vraiment que les coachs camerounais qui sont liés aux sélections nationales inférieures puissent travailler ensemble pour un bon suivi des joueurs et de l'avenir de ce football. Tout joueur d'Ekribi qui nous a donc envoyé ce message. On prend une autre réaction. Bonsoir à tous, une très bonne émission comme d'habitude. La première prestation de nos U17 face à la Côte d'Ivoire a été décevante, voire même catastrophique. Au vu de leurs performances, il n'y a rien à espérer si rien ne change. Il serait souhaitable que les clubs de Ligue 1 et 2 développent des centres de formation. Ces jeunes pourraient ensuite être progressivement intégrés à l'équipe première afin d'être mieux préparés et de devenir plus compétitifs. Il faut également rappeler que certains jeunes talents d'Afrique de l'Ouest évoluent déjà en première division, ce qui met en évidence l'écart de niveau à combler. Ruben Songan nous envoie ce message depuis la ville de Douala. On va prendre une autre réaction qui nous parvient à l'instant. Bonsoir Moïse Bal et à ton riche panel. Le football des jeunes au Cameroun est très compliqué. Les entraîneurs n'ont pas de niveau, ils doivent démissionner, mais la compétition n'est pas encore terminée. Il y a un deuxième match qui se joue demain, cher ami. Voilà, le message n'a pas été signé. Vous êtes assez dur, hein? Attendez au moins la fin de la compétition, on va faire le bilan. Donc, comme l'a dit Pamela Njoyap, les responsabilités sont partagées. Alors, on va rapidement faire un dernier tour de table parce que le temps qui nous est imparti arrive progressivement à son thème. Je vais commencer par vous, Pamela Njoyap. Vous trouvez le plus cher, Cameroun, Ouganda, c'est demain. Ton cœur bat la chamade. Tu as perdu du match ou alors tu es confiante par rapport à la victoire, la première victoire sous l'ère Seydou Ayoum? Non, je ne parle pas là en tant que supportrice ou en tant que Camerounaise, mais ce que je vais dire, c'est simplement de jouer, de prendre plaisir, de gagner, parce que gagner, c'est aussi important pour le coach. C'est aussi important, c'est aussi une façon pour lui de démontrer qu'il n'est pas là au hasard, qu'il ne participe pas à sa deuxième CAN pour faire la figuration, un peu comme avait dit Jean Coubertin. On ne vient pas là, on vient juste là pour figurer, non, il doit refuser cela, il doit refuser cet adage. Il doit gagner contre l'Ouganda, question d'espérer faire un match nul ou gagner la RDC. A-t-il les moyens de sa politique? Il a les éléments pour... Moi, en fait, ce que je ne comprends même pas, c'est pourquoi est-ce qu'il ne capitalise pas sur ce groupe, sur ce nouveau groupe? Parce que dans ce groupe, il n'y a pas de star. Contrairement à l'année dernière ou même les années antérieures. Il y avait les Niban, il y avait les Yondieu. Oui, il n'y a pas de star. Et c'est le collectif. Il n'y avait pas Lopez, le gardien de but. Ici, ils doivent asseoir son jeu sur le collectif et peut-être greffer à ça quelques points sur
qui peuvent changer le match à tout moment. Je pense que c'est... Parfois, on dit souvent de certains entraîneurs qui aiment souvent faire avec les stars. Pourquoi est-ce qu'ils font avec les stars? On a quand même vu Luis Enrique, quand Kylian Mbappé décide de partir. Et c'est vrai, ils ont pleuré pour un début, mais après, ils ont pris sur eux. Ils se sont habitués, ils ont essayé de concentrer le travail sur l'effectif, sur le groupe, et on voit ce que ça donne depuis. Un peu comme les vainqueurs de la CAN U17 au Gabon. C'était les non-name, on les voyait même pas venir. Ou même les Lions en 2016, lorsqu'ils arrivent en finale. Donc je pense qu'il doit concentrer le travail sur le collectif et faire confiance à certains qui peuvent changer le cours du match à tout moment. Merci. Il est bien possible pour eux de passer. Merci d'être venu, madame. Merci à vous. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir parmi nous. Pamela Njoya. Pams, pour les intimes. Alors, Georges Rodo, votre mot de fin. Vous êtes confiant pour demain? Comme tout bon Camerounais, je suis confiant. Maintenant, il appartient quand même à l'entraîneur et à son staff technique de tout faire pour gagner. Parce que ça fait la deuxième édition de CAN où il ne parvient pas à gagner un seul match. Donc, il est question de gagner par tous les moyens pour gagner demain. Maintenant, j'espère qu'il en est suffisamment conscient et qu'il a les éléments pour y parvenir. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut le réaliser sur le terrain. Donc, mon souhait, c'est qu'il puisse gagner demain. Merci beaucoup. Merci d'être venu également, l'un des membres influents des vétérans, Eboulme Tara. Vous avez dit c'est Kolbo, Kate Chira, Kadwala? C'est vétéran Goulbetara, pas Eboulbetara. Goulbetara, voilà. Goulbetara, il s'agit du côté de Japoma. D'un médicament traditionnel, Eboulbetara. Vous avez dit vétéran? Japoma, c'est Goulbetara du côté Goulbetara depuis de Japoma. Japoma, Washington. Tout à fait. Donc nous sommes aux États-Unis là. Ne vous en faites pas. On va prendre ça chez eux, on ramène ici. D'accord. On va dire merci également à Jacques Edimo d'être venu ce soir, le capitaine des consultants. Merci, M. Jacques Edimo. Merci de m'avoir invité, Moïse Bal. Maintenant, aux anciens joueurs de Coton Sport qui constituent le staff des Lions Indomptables, il faut trouver les mots pour motiver les gamins pour aller chercher la victoire demain contre l'Ouganda. Ce n'est pas gagné d'avance au regard des forces en présence du début de compétition de chacun, mais je pense qu'il faudra que les gamins aillent chercher dans leur trip pour essayer d'engager une première victoire dans cette compétition qui, je l'espère, les ouvriront les portes du mondial de la catégorie. Merci beaucoup. Nous remercions le pension 40, 50, 60 du football local, le directeur de publication de Griffes de Foot, Raphaël Mayaka, l'homme du terrain. Le mot de fin. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur votre plateau. Ça fait des mois, on nous a recruté à Elite. Non, on se voit tous les lundis. On se voit déjà tous les lundis. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur ce chaleureux plateau de pelouse. Vous suivez régulièrement à la maison, tous les bien sûr. Bien sûr, surtout quand mes grands frères sont sur le plateau. L'archevêque me peut-être votre voisin direct. Oui, je pense que je porte bien. Il sera, je pense, tout à l'heure, il sera bientôt là tout à l'heure pour Sport Mag. Donc, c'était toujours un plaisir. Donc, moi aussi, je suis confiant je suis un peu confiant pour le match de demain. J'espère que Seydou Aloum va démontrer pourquoi il a la tête de cette sélection, même si je pense qu'au finish, au sortir de la compétition, quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'il va pouvoir continuer. Je pense qu'on a besoin d'un souffle nouveau. Je pense qu'après 6 matchs quand même, après 4 matchs, 2 l'année dernière, je crois, de cette édition, Aloum a un peu montré ses limites en termes de management des sélections. Parce que gérer une sélection, c'est différent que gérer un club. Si vous n'avez pas le nez creux pour trouver les joueurs qui vont rapidement s'adapter aux situations de match, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Les sélections, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut rapidement se mettre en ordre de bataille. Donc, Alioum Seydou, au Chan, c'était pareil. Avec les 17, c'est pareil. Donc, c'est difficile un peu pour lui. Mais je lui souhaite beaucoup de courage pour la rencontre de demain et qu'il trouve les leviers nécessaires à ces jeunes joueurs-là pour aller rendre fiers les Camerounais. Peut-être l'idéal aussi, Moïse, pardon, avant qu'on ne conclue, c'est de se rassurer même que ces sélectionneurs ont d'abord un passif en club avant de les prendre. En fait, je pense. D'accord. OK. Le message est passé dans tous les cas. La tour de Ward vous a écouté, il n'y a pas de souci. On va dire merci à Raphaël Mayaka, merci également à vous Jacques Edimo, merci
à Georges Wodo, merci à Pamela Ndioyap. On remercie également toute la grande équipe de production qui était pilotée par Marc-Donald Tombo. Le DT, lui-même était aux commandes ce soir. Retrouvez la rediff de Pelouse lorsqu'il sera 22h ce soir à Bodiman et à Bomeka. Bonne soirée à tous.